Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour commenter l'actualité de la semaine. Marine Le Pen va-t-elle devoir renoncer à la présidentielle de 2027 ? Les réquisitions de la justice à son encontre dans l'affaire des emplois fictifs du Parlement européen sont extrêmement lourdes, avec notamment une peine d'inéligibilité exécutoire, c'est-à-dire immédiate, si cette sanction est confirmée par le jugement. S'agit-il d'un procès politique ou pas ? Est-ce une atteinte à la démocratie pour vous, Michel ? On va vous entendre. On parlera aussi du budget. Le projet de loi 2025 pour la sécurité sociale a été rejeté sans surprise par l'Assemblée nationale. C'est donc le Sénat qui s'en est emparé pour un marathon budgétaire dont on espère qu'il ne nous réserve pas trop de mauvaises nouvelles du côté des taxes et des impôts. À quoi sert notre Assemblée nationale, à ce point fragmentée qu'elle n'arrive plus à adopter des textes importants ? Les institutions de la 5e sont-elles fragilisées ? Et puis que penser, Michel, de l'annonce d'une légère hausse des petites pensions de retraite qui seront alignées sur l'inflation, plus 0,9% au mois de janvier, ça représente à peine 10 € par mois. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou écouter ceux qui disent qu'il faut faire à tout prix des économies, même sur le dos des petites gens ? Le calendrier des cérémonies se précise pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. Le président de la République ne s'exprimera pas dans la cathédrale, mais sur le parvis. Pourquoi pensez-vous, Michel, que c'est un moment important pour notre nation, cette réouverture? Évidemment, je parle. Enfin, on évoquera bien sûr la mémoire du général. On est parti pour Face à Michel Onfray. On commence par Marine Le Pen. Elle va peut-être se retrouver dans l'impossibilité de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Mercredi, les réquisitions du parquet sont tombées dans le procès des emplois fictifs des assistants parlementaires européens du parti qui était à l'époque le Front National. Réquisition, ça ne veut pas dire condamnation, on le sait, Michel Onfray, mais c'est ce que demande le ministère public. 5 ans d'emprisonnement dans 2 fermes, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, c'est-à-dire tout de suite si la condamnation tombe. Écoutez la réaction de Marine Le Pen à la sortie de l'audience. Une volonté du parquet qui est celle, en réalité, de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. En fait, c'est ça, l'objectif, c'est ça. On sent bien que tout ça avait peu d'intérêt pour le parquet. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Voilà, Marine Le Pen, pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique, avec exécution provisoire, et puis le Rassemblement national pour pouvoir ruiner le parti. Voilà, on a bien compris cela. En tout cas, moi, j'ai bien compris cela. Ce que j'espère, c'est que le tribunal ne suivra pas. Michel Onfray, que pensez-vous de ce réquisitoire ? C'est la peine de mort politique. C'est clairement fait pour. Ceci dit, Jean de La Fontaine avait déjà commenté cette affaire. C'est-à-dire, vous savez, quand dans Les animaux malades de la peste, il conclut en disant « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». C'était une façon de dire ce que dira Marx au XIXe siècle, lui qui parle de justice de classe, qu'il y a une justice de classe. C'est Thémis, vous savez, qui est la déesse de la justice dans l'Antiquité grecque, et elle est représentée avec une balance, chacun le sait. Et cette balance, les plateaux sont en équilibre, et puis il y a une épée qui montre qu'effectivement, il faut donner à la justice les moyens d'être exécutée. Et puis il y a surtout un bandeau sur les yeux de la justice. C'est-à-dire la justice ne doit pas savoir si elle a affaire à des puissants ou à des misérables, à Marine Le Pen ou à François Bayrou ou à Jean-Luc Mélenchon. Donc on juge une affaire et on ne juge pas quelqu'un en disant, ce quelqu'un étant potentiellement candidate aux prochaines présidentielles, en disant c'est d'abord elle que je juge. Je crois savoir que la procureure a fait savoir qu'il n'y avait pas de charge contre je ne sais qui, c'est peut-être Madame Le Pen, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre qui serait on va en parler dans un instant. Mais là, c'est une justice politique pour vous ? Bien sûr. On veut empêcher Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle. Le procureur dit qu'il y a des faits. Voilà, que ce n'est pas un acharnement, mais c'est une information judiciaire conduite par des magistrats indépendants. Oui, c'est ça. Ça, c'est du violon. Mais est-ce que vous pensez, par exemple, que la justice soviétique, elle était en faveur de Solzhenitsyn, que la justice nazie, elle était en faveur d'Inge Scholl, par exemple, de la Rose Blanche, qui a été une jeune fille résistante? Est-ce que vous pensez que la justice de Vichy, d'ailleurs, les magistrats, ils sont souvent vichistes sous Vichy, et puis ils sont souvent gaullistes après. Puis mais après, là, on est en 2024. Oui, ils sont dans le politiquement correct d'aujourd'hui. Et puis si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, il serait de son côté 15 jours plus tard. On sait comment ces gens-là fonctionnent. Donc il y a une justice politique, c'est une justice de classe, c'est une justice franchement idéologique, on juge les faits. Moi je veux bien qu'on estime que, par exemple, un attaché parlementaire, de Bruxelles jusqu'à la frontière, il soit payé par l'Europe, et puis de la frontière jusqu'à Paris, il soit payé par la France. Et on dit, mais là, stop, on a commencé une conversation, mais à la frontière, on cesse de la tenir, parce que là, vous n'êtes plus mon attaché parlementaire, et puis etc. On sait très bien que ça fonctionne
comme ça. Mais n'empêche, s'il y a des faits délictueux, il faut qu'ils soient sanctionnés. Oui, mais évidemment, il n'y a d'accord. pas d'extraterritorialité juridique pour qui que ce soit, donc elle doit être jugée. Simplement, le bandeau sur les yeux. Factuellement, vous avez des dossiers, mais vous ne pouvez pas vous permettre de dire il n'y a rien dans le dossier, mais de toute façon, je veux condamner, sinon ça me ferait trop mal au ventre. Normalement, le ministre de la Justice, de la Justice devrait immédiatement s'occuper de cette affaire. On va l'écouter dans un instant parce qu'il était l'invité cette semaine de Sonia Mabrouk. Juste un tout petit mot de la réaction de Gérald Darmanin, qui n'est pourtant pas un ami politique de Marine Le Pen. Il estime qu'il serait profondément choquant qu'elle soit jugée inéligible et ne puisse ainsi pas se présenter devant le suffrage des Français. Combattre Marine Le Pen, dit Gérald Darmanin, se fait dans les urnes, pas ailleurs. Si le tribunal juge qu'elle doit être condamnée, elle ne peut l'être électoralement sans l'expression du peuple. Ça aussi, c'est une notion importante pour vous, le peuple ? Enfin, ça dépend dans la bouche de qui. Mais Gérald Darmanin, on sait bien qu'il n'a pas de conviction, il n'a que des intérêts. Donc, on voit. Oui, mais là, il n'a aucun intérêt à soutenir Marine Le Pen. Si, il a un intérêt, comme un certain nombre d'autres personnes. Ils sont une quinzaine dans ce même cas. Xavier Bertrand, Attal, Faure, etc. Enfin, tous ceux qui veulent être un jour président de la République ou candidat à la présidence de la République. Ou éventuellement, dans leur parti, candidat à la présidence de façon à pouvoir être désigné. Donc, ces gens-là n'ont rien à faire de la France. Tous ceux dont j'ai donné les noms, et je pourrais en ajouter une quinzaine, ils se servent de la France. Ils ne servent pas la France. Et donc là, à chaque fois qu'on entend ça, il faut se dire quelle est la stratégie politique de ce monsieur qui, à un moment donné, s'est mis en col de chemise comme ça, en disant j'arrête la cravate pour montrer que je suis proche des gens, en gardant la veste. Enfin, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là ? Vous imaginez le général de Gaulle disant j'ai enlevé ma cravate parce que là, je suis le copain, je suis plus le général. Mais non, il y a un moment donné où on voit bien que c'est une stratégie de politique politicienne. Il a l'intention d'être le personnage qui sera le candidat de je sais pas quoi, de la droite populaire. républicaine. C'est ce qu'il dit, lui, la droite populaire. La droite populaire, elle n'est pas là. Enfin, je veux dire, elle est souvent d'ailleurs dans l'électorat qui ne va pas voter, qui en a assez de voir que son vote, on le jette à la poubelle. Donc les réactions de politiques sont des réactions de politicards, de politiciens, de gens qui font carrière et qui n'ont pas grand souci de la France. Je rappelle que tous ces gens, droite et gauche confondus, et on les voit parfois, y compris sur ces plateaux à CNews, qui ont contribué à faire la France ce qu'elle est, en étant députés socialistes, en étant sénateurs communistes, en étant, etc., etc. Tous ces gens ont fait la France telle qu'elle est, puis aujourd'hui, il y a qu'à, il faudrait, on devrait, etc. On avait juste envie de leur dire, ou on a juste envie de leur dire aujourd'hui, mais que n'as-tu fait quand tu étais au pouvoir, que tu prétends que tu ferais si tu devais être un jour élu ? Michel Onfray, on revient juste sur ce qu'a dit la procureure, donc qui a donné des réquisitions si sévères à l'encontre de Marine Le Pen. Il y a une phrase qui lui a été reprochée, parce qu'elle a évoqué le cas d'un autre élu du FN à l'époque, Front National, Jean-François Jean-Luc, ancien eurodéputé. Elle dit « Je lui accorde le bénéfice du doute, je ne vous demande pas la relaxe, pour autant, parce que ça me fait trop mal ». Et c'est sur cette phrase-là qu'on s'interroge. Enfin, donc, si ça fait trop mal de demander la relaxe, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait dans une objectivité et une neutralité nécessaire. Écoutez la réponse de Didier Migaud, donc ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui était l'invité cette semaine de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Je n'ai pas de commentaires à faire. Il y a des procédures qui permettent de récuser un juge, de faire appel. Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi. Donc, Marine Le Pen est en droit de saisir. Mais le justiciable a des droits et c'est heureux. Je ne peux pas, en tout cas, porter une appréciation devant vous comme ça. Ça mérite il faut être saisi, ça mérite une instruction, ça mérite des vérifications. Bon, la justice doit conserver et doit respecter un certain nombre de formes. Voilà, intéressante la réponse du ministre de la Justice, Didier Migaud, Michel Onfray. C'est une grande réponse cynique. On a un personnage qui sait très bien qu'on ne peut pas dire à quelqu'un « vous n'êtes pas contente du procureur », demandez aux amis du procureur ce qu'ils pensent de ce que vient de dire le procureur, et puis on considérera que les amis du procureur diront juste ou diront vrai. C'est ce que ces gens-là appellent l'état de droit, c'est-à-dire l'état du courbe, d'une certaine manière. C'est-à-dire on va demander à nos copains, on va demander à nos potes, parce que c'est très bien, toutes les juridictions dont ils parlent, ce sont des gens qui ont été nommés. Ils ont été nommés pourquoi ? Pour des raisons idéologiques et pour des raisons politiques. Aux États-Unis, au moins, on vote pour les juges. Voilà. Ils sont élus. C'est vraiment ils sont élus et c'est l'émanation populaire, c'est l'émanation d'un vote populaire. Moi, je serais pour ça, vraiment, très précisément. Qu'on élise nos juges. Oui, plutôt que pour une école de la magistrature qui nous dit très bien, c'est dans la charte que finalement, il faut prendre parti.
C'est-à-dire défaire le bandeau du visage de la justice en disant non, regardez qui vous avez devant vous, si c'est le patron, cognez fort, si c'est l'ouvrier, etc., etc. Non, si le patron a tort, il a tort, si l'ouvrier a tort, il a tort aussi. Exactement de la même manière pour le puissant ou le misérable. Et ils ne sont pas détestables ou aimables parce qu'ils sont puissants ou misérables, ils sont détestables parce qu'ils auraient fait quelque chose de détestable. C'est ça la justice. On voit bien que la justice n'est plus juste. On voit bien que ce monsieur avec son petit sourire cynique et ironique qui nous dit mais si elle veut, elle peut demander aux amis de la procureure ce que les amis de la procureure pensent de ce que la procureure dit, et il sait très bien que les conseils de ceci, que les hautes autorités de cela, quand vous les saisissez, vont vous dire, mais Madame Le Pen, bien sûr qu'on ne veut pas que vous soyez candidate aux prochaines présidentielles. Alors justement, Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Un peu de prospective, 2027, si Marine Le Pen est empêchée, ça sera donc Jordan Bardella qui sera de facto le numéro 1. Il est déjà le président du Rassemblement national, il sort un livre chez Fayard cette semaine. C'est lui qui serait en première ligne, lui qui serait donc le candidat à l'élection présidentielle. Et que pensent les électeurs du RN ? Qu'est-ce qu'ils peuvent penser aujourd'hui ? Alors ça, après, c'est de la boutique de parti. Je pense effectivement que ce serait lui qui serait le candidat naturel. C'est le second, donc il arriverait premier et puis il irait. Pendant que Marine Le Pen regarderait ça à la télévision, tout ça à la télévision. Donc ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable d'imaginer que, comme on a fait le coup avec Fillon, comme on a beaucoup fait le coup avec Nicolas Sarkozy aussi, il y a un tas d'affaires qui sont faites pour dire mais on veut entraver ces gens. Ils sont dans une course pour la présidentielle et on leur fait des crocs en jambes en permanence. Les costumes de Fillon, etc. Enfin, toutes ces choses, ça c'est misérable. Était-il important pour la France d'avoir un programme comme celui-ci, ou était-il plus important de savoir qu'il s'était, hélas, fait offrir 2 ou 3 costumes par un personnage un peu douteux. Quant aux électeurs du Front National ou du Rassemblement National, c'est pas compliqué, il suffit de regarder ce qui s'est passé aux États-Unis. Plus l'establishment a craché sur Donald Trump, plus les gens ont dit on a bien raison de défendre cette personne. Et le problème, c'est plus de savoir si c'est juste ou pas juste ou je ne sais quoi. On dit il y a toutes les stars, là, les gens qui dans leur jet privé s'en vont défendre partout sur la planète la cause climatique, etc. Ce sont ces gens-là qui nous disent que non, on ne les croit pas. Les amis de nos amis sont nos amis, les ennemis, etc., etc. Et donc, je pense que ce serait contre-productif. Je pense que se reporterait sur Jordan Bardella un certain nombre de voix qui diraient non, ça suffit. Non pas tant le pouvoir des juges que la tyrannie des juges. Moi, je suis pour le pouvoir des juges. Si les juges jugent dignement, droitement, s'ils jugent comme on doit juger, c'est-à-dire factuellement, alors je suis pour le pouvoir des juges. Et si les juges sont là pour dire non, on fait une justice de classe, on n'est pas des juges, mais on est des commissaires du peuple. Au service d'une idéologie, je dis à ce moment-là, c'est extrêmement dangereux. Vous voyez comment aujourd'hui, d'ailleurs, tout le monde a peur des juges. Les intellectuels, les écrivains, moi, tous les manuscrits que j'envoie, ils me reviennent avec des post-it partout, parce que le juriste a dit ceci, le juriste a dit cela. On dit attention... On est tous soumis à ça. Oui, je dis, on ira au tribunal. Vous avez dit ceci de M. Mélenchon, je dis, il portera plainte. Et puis j'essaierai de montrer au tribunal que, etc. Mais il y a une espèce de terreur. Les juges imposent une terreur en disant, vous n'allez pas pouvoir parler librement. Alors certains peuvent tout dire. Vous avez le droit d'être antisémite, vous avez le droit de cracher sur les Juifs, vous avez le droit de cracher sur Israël, vous avez le droit d'utiliser des mots comme génocide, etc. Là, il n'y a aucun problème, tout est possible. Mais si à un moment donné, vous commencez à dire quelque chose qui, à la Zemmour, je dirais, peut produire des étincelles réflexives, parce qu'après tout, on peut se dire d'accord, pas d'accord, après tout, tiens, voilà une bonne idée à méditer avant de conclure. Alors là, effectivement, ces gens-là, c'est directement la correctionnelle. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. J'aimerais qu'on parle maintenant du budget. Le projet de budget sur la sécurité sociale a été rejeté par l'Assemblée nationale, sans surprise. À la limite, tant mieux, il y avait plus de 60 milliards d'impôts en plus qui avaient été rajoutés par les élus, notamment du NFP, le nouveau Front populaire. Mais il y a eu quand même une annonce faite par Laurent Wauquiez, le président du groupe de droite républicaine à l'Assemblée, concernant les petites retraites. Il dit avoir trouvé un compromis avec le gouvernement, avec Michel Barnier, c'est la même famille politique, pour la revalorisation de ces petites retraites dès le 1er janvier. Alors on parle vraiment de quelque chose de 0,9%, ça veut dire 10 € par mois. Pour des petites retraites, on parle moins de 1 000 €. Hein. Donc vraiment, on est au seuil de la précarité. Certains se sont émus, que ce soit Laurent Wauquiez qui en ait parlé, pas Michel Barnier. Écoutez tout de même, le Premier ministre dit « Le plus important, ne nous trompons pas, c'est de protéger les plus démunis ». Michel Barnier. Nous continuons ce dialogue et avec votre groupe en particulier, où nous avons cherché, pour reprendre un mot de Jean-Paul Mattei tout à l'heure, un compromis. Et notamment, c'est un mot que j'aime bien d'ailleurs, même s'il n'a pas tout à fait cette culture du compromis en France. J'aime bien ce mot, en particulier quand il s'agit, Laurent Wauquiez, de protéger les plus démunis. Protéger les plus démunis, c'est-à-dire les petits retraités, avec une mesure qui concerne pratiquement la moitié d'entre eux. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Onfray ?
Il y a un double langage quand même chez M. Barnier, et parfois le langage, il est pas forcément verbal, il peut être gestuel. Vous avez vu, peut-être, on n'a pas retenu ça pour notre semaine, mais je dirais, quand il y a eu cette cérémonie à l'Arc de Triomphe, il y a un moment donné, il y a un petit garçon qui est en train d'agiter un drapeau bleu-blanc-rouge. Il a autre chose à faire. Quand on est Premier ministre, on a autre chose à faire que de donner une leçon à un petit garçon dont c'est pas bien, tu n'as pas mis le drapeau de l'Europe. Il faut mettre les deux, ensemble. Ah, ça, j'étais sûre que ça vous ferait réagir. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est inadmissible. On a le droit, quand même, au pied de l'Arc de Triomphe, quand on s'en vient commémorer les millions de morts qui sont célébrés dans cet endroit, de dire, c'est la France, c'est pas l'Europe, quoi. Ce ne sont pas les Européens qui ont fait la guerre. Ce sont les Français qui ont fait la guerre aux Allemands. Donc, c'est pas une affaire européenne. C'est une affaire qui concerne la France, le pays, le peuple et la nation. Michel Barnier est un Européen. Il est convaincu, un Européen. Vous le savez. Voilà. Non, mais j'allais arriver à cette affaire pour dire que, pour les européistes, ce sont toujours les petits qui payent. Ce sont toujours les petits qui payent. Il n'y a aucun problème là, quand il s'agit de trouver de l'argent pour aider Gaza, pour aider la Chine, pour aider l'Algérie, pour aider l'Ukraine, pour envoyer des armes en Ukraine, pour faire de telle sorte que les migrants qui arrivent sur le territoire français aient des aides immédiates, etc. Là, il n'y a aucun problème. On vote, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est honteux ce qui est fait aux retraités. Ces gens, ils ont travaillé, c'est-à-dire qu'ils ont payé, à l'époque, les retraites de ceux qui étaient à la retraite. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, les retraites. Et aujourd'hui, on dit, vous avez payé pour les retraites des autres. Mais finalement, votre retraite, on va vous la rogner. Ils ont bien le droit, les gens qui ont travaillé, qui ont beaucoup travaillé, de bénéficier de leur retraite, qui est d'ailleurs souvent beaucoup moindre que ce qu'ils ont pu gagner pendant leur existence. Et l'idée d'aller en faire des boucs émissaires en disant, c'est eux qu'on va d'abord ponctionner, je trouve ça inadmissible. Pour faire des économies. Oui, on ne peut pas faire des économies sur le dos des petits gens. Vous savez, Sarah Knafo, sur votre plateau, elle a le talent des chiffres et de la mémoire des chiffres, elle nous a expliqué ce sur quoi on pouvait agir en disant, mais si vous voulez faire des économies, allez-y. Plutôt que de faire de telle sorte que, je sais pas, un instituteur retraité puisse voir sa retraite amputée comme ça, alors qu'on pourrait très bien dire, mais regardez les milliards qu'il y a ici. On va les taper dans cette caisse, parce que, et là, le monde est ainsi fait que la France n'est pas extensible à la planète. Et les Français ne sont pas extensibles à la planète. L'universalisme, c'est beau sur le papier, mais on ne peut pas se permettre de dire, la France, elle accueille tout le monde. Et le droit sera le même pour tout le monde. Non, c'est pas possible. Le droit américain, il fonctionne pas en France. Le droit russe, il fonctionne pas en France. Le droit anglais, il fonctionne pas en France. Et c'est tant mieux, et c'est heureux. Et qu'il y ait théoriquement des droits nationaux. Il en reste assez peu. Et on sait aujourd'hui que les droits nationaux sont inférieurs aux droits européens. Et M. Barnier, il est dans la logique européenne. C'est-à-dire, avant de prendre ses décisions, il donne un coup de fil à Ursula von der Leyen en disant, qu'est-ce que je peux faire? Et l'autre lui dit, ta manœuvre, c'est ça. Va pour ça. Tape un peu sur les petits, tape un peu sur les pauvres, tape un peu sur les retraités, et ça fera l'affaire. D'accord, je fais ça. Bon, allez, Michel Onfray, vous avez évoqué la guerre à Gaza. On a de nouveaux chiffres de l'antisémitisme qui sont en augmentation absolue. Tous les curseurs sont au rouge, selon une étude de la Fondapol, avec un nouveau visage de l'antisémitisme, l'islamisme radical et ceux qui accompagnent cet islamisme radical par des slogans haineux. On va écouter Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, évoquer cette question de l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. Nos compatriotes de confession juive représentent moins de 1% de la population française. Et pourtant, ils sont victimes pour 57% de toutes les agressions racistes, de toutes les agressions anti-religieuses. Une récente étude de la Fondation Fondapol vient de montrer que 80% de nos compatriotes de confession juive sortent la peur au ventre, ont craint, puisqu'ils craignent des actes antisémites. Ils pensent que leur pays, qui est leur patrie aussi, ne parvient plus à les protéger. Voilà les chiffres, voilà ce qui est redoutable. Oui, l'antisémitisme le plus débridé, le plus décomplexé est désormais de retour. Il a deux visages. Le visage d'abord, le visage de cet islamisme, un islamisme radical. Le visage aussi de toutes celles et tous ceux qui instrumentalisent la cause palestinienne pour des fins uniquement politiciennes. Voilà pour Bruno Retailleau, Michel Onfray, l'antisémitisme a un nouveau visage, on l'a souvent dit dans cette émission, mais on a l'impression qu'il n'y a plus aucun frein, en fait, que tout est maintenant débridé. Ah oui, complètement. C'est-à-dire qu'il est toujours là, sous-jacent, cet antisémitisme. Il n'a jamais cessé. Simplement, il y a un moment donné, on ne peut plus... c'est Bernanos qui dit cette phrase terrible en disant que le nazisme a déshonoré l'antisémitisme. C'est une phrase horrible, parce qu'il n'y avait pas d'honneur à l'être avant Hitler, et il n'y a pas d'honneur à l'être pendant Hitler, et il n'y a pas d'honneur non plus à l'être après Hitler. Il y a du déshonneur partout, oui. Oui, c'est déshonorant, effectivement, d'être antisémite. Simplement, il y a un moment donné où on se retrouve dans une autre configuration, qui est que tous ces gens qui ont connu
la guerre, l'occupation, etc. Ils sont plus ou moins morts aujourd'hui, ou très vieux. Ce sont des gens qui sont octogénaires ou nonagénaires, voire centenaires pour ceux qui ont la chance d'être centenaires. Et ces gens qui ont connu la guerre, ils sont remplacés par des gens qui n'ont pas connu la guerre du tout, qui ne connaissent la guerre que parce qu'on leur a raconté à l'école, c'est-à-dire pas grand-chose. En disant que la France était Vichy, c'était Pétain, c'était la collaboration, etc. On n'enseigne pas le général de Gaulle dans l'éducation nationale, on enseigne son opposé, son inverse. Et donc, effectivement, il y a un moment donné où vous avez des gens qui vous expliquent que les Juifs sont ceci, les Juifs sont cela. Mais on est très exactement dans le discours de Drummond, d'Édouard Drummond, qui était le grand auteur de best-sellers antisémites il y a au siècle dernier. Qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui ? Puisque dès que vous dites à l'école on va vous apprendre la Shoah, on vous dit ah mais non, il n'y a pas eu de Shoah, c'est n'importe quoi, et on vous tient le discours négationniste, révisionniste, etc. Tout ça, ça existe. On vous enseigne pas ça à l'école, mais on n'ose même pas l'enseigner la Shoah en réalité. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'effectivement, on fait un cours sur la Deuxième Guerre mondiale en faisant l'économie du mot juif, du mot Shoah ou du mot génocide, etc. De sorte que on peut aujourd'hui utiliser le génocide pour Gaza. Ce qui se passe à Gaza est terrible, disons-le tout de même. Évidemment. Aussi, on peut défendre la cause israélienne. Et chacun regrette ici les morts civiles qui sont insupportables. C'est terrible ce qui se passe là-bas, les victimes innocentes, les enfants, enfin disons-le pour ne pas laisser croire que nous ferions notre deuil de ce peuple écrasé. Mais ce peuple écrasé l'est aussi par le Hamas, l'est aussi par le Hezbollah. C'est un petit peu comme si on disait la France de 1940, c'est Vichy, donc les Français sont tous vichistes. Non, ne pas confondre le peuple palestinien et le régime palestinien. Et encore moins le régime tel qu'il fonctionne, qui est un régime de théocratie islamiste avec effectivement de l'homophobie, du racisme, de l'antisémitisme, etc. Même chose pour l'Iran. Confondons pas le peuple iranien et la République islamique. Mais en même temps, l'Iran, vous savez, comme j'ai parlé avec... Enfin, peu importe, avec un diplomate, avec un ambassadeur il y a quelque temps, on parlait de la question iranienne, et il ou elle, c'était elle en l'occurrence, me disait l'Iran n'est pas prêt à laisser tomber le régime des mollahs, parce que dans les villes, si vous avez des jeunes qui sont aujourd'hui occidentalisés, évidemment les filles ont envie, et elles ont raison, d'enlever leur voile, et pas seulement de porter des mini-jupes, mais de faire des études, d'avoir des petits copains, de vivre quoi. Mais elle me disait, dans la campagne, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire le régime des mollahs, il est soutenu dans les campagnes. Parce qu'il est au cœur de toutes les structures de la société iranienne. Voilà. Et il faut penser aussi en termes de lutte des classes dans cette aventure. Il y a des gens aujourd'hui qui sont poussés dans les bras du Hamas ou du Hezbollah par pauvreté, par misère, etc. Il faut composer aussi avec ce genre de choses. Et faire l'histoire. Et faire de l'histoire. C'est-à-dire qu'à l'école, on doit pouvoir raconter ça. On ne peut pas faire une histoire binaire en disant on est pour, on est contre. Si on est pour les Juifs, on est contre les Palestiniens. Si on est pour les Palestiniens, on est contre les Juifs. C'est ce qui se passe trop souvent aujourd'hui. Juste expliquer ce qui se passe à Gaza, ce qu'est la création d'Israël, l'État d'Israël, que le peuple palestinien n'est pas le palestinisme dont nous avons parlé il y a quelque temps, qui est un concept d'Edouard Saïd, que le Hamas, c'est un régime, et que ce régime-là ne peut pas représenter la totalité du peuple qui lui se tait. C'est une dictature pour nombre de Palestiniens. Où est l'opposition ? Elle n'existe pas. L'opposition, elle est torturée, elle est massacrée, elle est détruite. Donc si on faisait vraiment de l'histoire, c'est-à-dire plutôt que de faire de l'idéologie, alors à ce moment-là, on pourrait lutter efficacement contre l'antisémitisme. Ça ne suffit pas de dire des nounours, des poupées, des petits cœurs, des dessins, des chansons, etc. Non, faisons vraiment de l'histoire. Ayons l'audace de faire de l'histoire en disant, et tant pis si vous me poursuivez, vous m'envoyez en cour de justice, je vous expliquerai ce qui s'est passé, pour expliquer ce qui se passe actuellement, et notamment pour expliquer ce qui pourrait être fait pour que ça disparaisse. Je rappelle que toute cette intelligentsia française là qui crache sur Trump oublie que Trump est le seul qui se propose la paix en matière de réflexion sur ce qui se passe au conflit, dans ce conflit mondial. Michel Onfray, on fait une petite pause sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve dans un instant. On parlera un petit peu d'éducation nationale, d'Emmanuel Macron aussi, sa vision de la défense européenne à la lumière de l'élection de Donald Trump, et de Notre-Dame de Paris. On entendra les cloches résonner, puis on parlera des cérémonies pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. À tout de suite. Et du général, bien sûr. On n'oublie pas le général de Gaulle. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on parle d'éducation nationale. La ministre Anne Genetet s'est rendue cette semaine dans un collège de l'Haye-les-Roses, dans le Val-de-Marne, pour présenter l'acte 2 du, je cite, choc des savoirs à l'école. Alors je trouve le terme extrêmement pompeux. Bref, un choc des savoirs qui était initié par Gabriel Attal, évidemment qui ne plaît pas aux syndicats enseignants. Dans ces mesures du choc des savoirs 2, il y a les groupes de niveau. Comme ça allait pas, on les a rebaptisés groupes de besoins, qui étaient déjà en 6e et 5e, qui seront étendus à la 4e et à la 3e. L'obtention du brevet obligatoire pour passer en seconde dès 2027. Et puis une épreuve des mathématiques instaurée en première pour le
bac. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'école instruit encore ? Est-ce qu'elle apprend encore ? Ce n'est pas ce que pense Sophie Auduiger, déléguée générale de SOS Éducation. Elle pense que l'école endoctrine. On l'écoute et puis on entend ce que vous en pensez. On nous parle du populisme, on nous parle de déclinisme, alors qu'en réalité, le problème, c'est qu'on a abandonné l'école qui instruit pour faire l'école qui endoctrine. Donc aujourd'hui, on a une école qui endoctrine avec des idéologies, que ce soit effectivement l'islamo-gauchisme, que ce soit le wokisme qui enseigne aux enfants que le sexe n'a pas de binarité, malgré l'appel, je le dis, de tous les scientifiques du monde, des biologistes, des généticiennes, de talents, des prix Nobel, qui ont dit non mais arrêtez ce massacre, arrêtez de dire ça à des enfants. On a des manuels scolaires où il est écrit que le sexe est assigné à la naissance. Donc si vous voulez, est-ce que c'est déjà en place ? Oui. Est-ce qu'on a déjà endoctriné nos enfants ? Oui. Et vous, Michel Onfray, qu'en pensez-vous ? Oui, elle a raison, totalement. Totalement. Mais il faut remonter à la tradition jacobine de la Révolution française. Ces gens-là pensaient que l'homme était dégénéré. Vous vous rendez compte, il s'agissait de régénérer. Si c'est régénérer, c'est qu'on est dégénéré, quoi. Et donc, il s'agissait de mettre dans la tête des enfants ce qu'il fallait penser. Donc, rééduquer. De refabriquer un homme nouveau. C'était l'obsession de l'homme nouveau. Il s'agissait de fabriquer un homme nouveau. C'est Saint Paul qui veut un homme nouveau, sauf que Saint Paul, il veut un homme nouveau dans le Christ et dans une fraternité universelle. Et dans la spiritualité de Dieu. Rien à voir avec la politique. Quand ça devient politique, c'est Rousseau, tout ça. C'est la faute à Rousseau. Lui nous dit, l'homme doit pouvoir être changé. Il est naturellement bon. C'est la société qui l'a perverti. Changeons de société. On a un homme naturellement bon. Comment on change l'homme ? On change l'enfant. On commence à l'école. Et là, l'Émile, regardez l'Émile de Rousseau, ça fait 600 pages. On présente ça comme un traité de pédagogie. Moi, c'est l'un de mes premiers textes. J'avais pas 18-19 ans, mais c'était un traité de pédagogie autoritaire. Donc on fait tout pour que l'enfant pense comme on veut qu'il pense. On veut pas qu'il apprenne à lire, à penser, à lire, à écrire, à compter et à penser. On veut lui apprendre à penser ce qu'il faut penser. Et là aujourd'hui c'est très clair. C'est-à-dire, plus vous passez de temps à expliquer qu'il faut trier les poubelles, faire attention au climat, utiliser le tri sélectif, utiliser des trottinettes, etc., moins vous passez de temps à lire, à écrire, ou à apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser. C'est évident. Donc vous fabriquez une espèce de cire molle, et vous fabriquez un enfant à la mesure de votre projet. Je rappelle quand même qu'il y a eu 2 rois qui ont été tués par la Révolution française. Le premier, c'est Louis XVI, tout le monde est au courant. Le deuxième, c'est Louis XVII, c'est le fils du roi, qui a vécu un martyre. On l'a mis entre les mains d'un dénommé Simon, qui était un jacobin, et qui a massacré cet enfant, qui 2 ans plus tard est détruit physiquement et meurt. Parce qu'on a voulu en faire non plus un fils de roi qui aurait appris à jouer de l'épinette ou du violoncelle, ou de la viole de gomme à l'époque, mais qui aurait appris les chansons paillardes, à qui on donnait à boire de l'alcool, à qui on demandait de crier vive la Révolution. Et les jacobins qui ont voulu, avec cet enfant de roi, fabriquer un enfant jacobin, ont raté puisqu'ils l'ont tué. Physiquement, ils l'ont tué. Donc, il y a un moment donné où il faut réfléchir sur ces choses-là. Comment se fait-il que ce ratage n'ait pas produit des faits chez des gens qui nous diraient... Alors évidemment, Rousseau, il nous dit, commençons par écarter les faits. C'est sa théorie. Donc et puis, à partir de là, tout est possible. Voilà. Donc là, on écarte les faits, on rentre dans l'idéologie, et de fait, on s'en vient dire, mais vous allez pouvoir expliquer aux enfants qu'ils vont pouvoir changer de sexe, alors que l'école est là pour aider à produire une identité. On dit à un enfant, tu n'as pas d'identité. Ton identité est floue. Tu n'as pas d'identité culturelle, tu n'as pas d'identité biologique, tu n'as pas d'identité anatomique, tu n'as pas d'identité historique. Tout ça est susceptible d'être changé. Et on va t'expliquer ce qu'il faut penser. Voilà pourquoi tous ces gens veulent absolument qu'on rentre à l'école très vite et très tôt et qu'on reste le moins longtemps entre les mains de ses parents. Et que les diplômes soient donnés à tout le monde. Et comme les parents ont souvent démissionné, beaucoup, parce qu'ils n'ont pas le temps, ni la culture, ni l'intelligence, forcément, ils ne savent pas forcément répondre à toutes les questions que la vie pose et propose à un enfant, eh bien on laisse l'école non plus instruire, mais éduquer dans un dressage jacobin, pour un résultat qu'il suffit de constater. Les enfants, quand ils sortent de l'école, ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, ni penser. Ils n'ont pas le sens de la chronologie, ils n'ont pas le sens de l'histoire, ils n'ont pas appris à dessiner, ils n'ont pas appris à composer, ou à composer du moins à lire la musique, ou ce genre de choses. Bien sûr. Michel Onfray, on va maintenant évoquer Emmanuel Macron, qui a reçu cette semaine à l'Élysée le secrétaire général de l'OTAN, qui s'appelle Mark Rutte, c'est le nouveau secrétaire général de l'OTAN, pour discuter du soutien militaire à l'Ukraine, à la lumière encore une fois de l'élection de Donald Trump, mais aussi la défense européenne. Parce que le président Macron a estimé que l'Europe a trop longtemps évité de porter le fardeau de sa propre sécurité. C'est une vraie question. On va l'écouter et puis on va entendre ce que vous en pensez. L'Europe a trop longtemps évité de porter le fardeau de sa propre sécurité et considéré qu'on pouvait, sans terme, en quelque sorte, recevoir les dividendes de la paix.
Ça n'a jamais été le cas de la France. Je me réjouis que tous aujourd'hui soyons déterminés à dépenser plus. Les 2 lois de programmation militaire que nous sommes en train de terminer auront doublé le budget des armées. Mais au-delà de cela, c'est cet agenda d'autonomie stratégique européenne qui permet d'avoir plus d'argent, de bâtir des capacités, une autonomie des Européens et une capacité à coopérer au sein de l'Alliance avec nos alliés non européens. Et ce faisant, à renforcer nos capacités collectives. Voilà pour le président Macron. Je sais ce qui vous fait bondir, Michel Onfray, quand il dit l'autonomie stratégique européenne. Oui. Il n'y a pas l'autonomie stratégique française. Bien sûr. Or, on sait très bien que l'ennemi, c'est pas celui auquel on pense a priori. C'est-à-dire qu'il y a eu longtemps un ennemi désigné qui était l'Union soviétique, et puis il s'effondre. Chute du mur de Berlin, chute de l'Empire soviétique, et d'un seul coup on se dit on n'a plus cet ennemi, on n'a plus d'ennemi. Pour l'instant, la Russie n'est pas franchement je parle parmi nos alliés. Je parle chronologiquement. C'est-à-dire juste pour expliquer où on en est arrivé. J'ai lu il y a quelque temps des analyses sur l'état de l'armée française, c'est terrible. Le matériel, c'est terrible. C'est-à-dire, on peut tenir 48 heures, quoi. C'est à peu près tout. Et donc, la France est à en termes de munitions, oui, c'est très court. De munitions, mais de matériel, le nombre les canons César, par exemple. On en a tellement peu qu'on en a donné beaucoup à l'Ukraine. C'est formidable. C'est-à-dire que d'un seul coup, on dit, nous, on n'aura aucun problème. On n'a pas d'ennemis, chacun le sait, la France n'a pas d'ennemis. Mais en revanche, il faut absolument aider l'Ukraine. Et puis il faut aider un certain nombre d'autres pays. Et il faut vendre des armes à d'autres pays, et des pays du Golfe, pas forcément des pays terribles, mais on vend des armes qu'on n'a plus pour nous, c'est-à-dire qu'on n'a plus de défense. Et donc on n'a plus de défense nationale. Or, la défense, elle est nationale. On sait très bien que la plupart de nos ennemis ont été souvent des amis, et qu'ils nous ont trahis, et qu'on se disait, mais on n'aurait jamais pu imaginer que l'Allemagne puisse faire ceci, ou que l'Espagne puisse faire cela, etc. Déjà, l'Allemagne, quand il s'agit d'acheter des avions, on n'achète pas des avions européens, des avions américains. On devrait juste se dire que des amis comme ça, on n'a pas forcément besoin de leur proposer de partager le bouton nucléaire, ce que fait Macron, en disant aux Allemands, on a une stratégie nucléaire, si vous voulez, on vous donne les clés, on va vous donner les codes aussi. Ah bon ? Et pour quelle raison ? Non, il faut une stratégie nationale, et il n'y a pas de doctrine militaire française depuis Mitterrand. Pour une fois, je veux dire du bien de Mitterrand. Il y avait chez Mitterrand, qui avait connu la guerre, qui avait connu l'Europe ancienne, qui avait connu l'Europe d'après-guerre, qui avait connu l'effondrement des empires, une doctrine militaire. Avec Charles Hernu. Il disait des sottises quand il disait que le nationalisme c'est la guerre, c'est l'impérialisme qui est la guerre. Le nationalisme c'est le remède à l'impérialisme. Mais ces gens-là savaient qu'il fallait préparer la guerre. De toute façon, il y avait l'Union soviétique. Et puis quand l'Union soviétique disparaît, vous avez le triomphe de ce fameux Fukuyama dont on a eu l'occasion de parler avec la dernière fois, qui nous disait le libéralisme est l'horizon indépassable, on n'a plus d'ennemis. Et l'Iran, c'est pas un ennemi. Et c'est un ennemi depuis au moins 74, enfin, on devrait le savoir. Et puis la Russie, pour répondre à votre question, la Russie, elle n'était pas notre ennemi tant qu'elle proposait d'entrer dans une Europe qui aurait dû infléchir ses options, et non pas une option libérale, mais une option de gaulliste ou gaullienne. On aurait pu faire une Europe de l'Atlantique à l'Oural, qui aurait concerné la Russie, qui était demanderesse à l'époque. Elle voulait la Russie de Poutine, j'entends bien, c'était Poutine à l'époque. Et à l'époque, on lui a dit, quantité négligeable, va-t'en. Il s'est retourné vers la Chine en disant, on va faire une Eurasie, c'est pas grave, vous voulez pas d'une Europe occidentale, moi je vais faire une Eurasie. Il est en train de la faire, et contre nous. Et d'un seul coup, on découvre que, finalement, on a l'Iran comme ennemi, mais on a aussi la Russie comme ennemi, et aussi la Chine comme ennemi. L'Inde n'est pas forcément notre ami, et un certain nombre d'autres pays qui nous détestent plus ou moins seraient bien contents de rejoindre ce camp de nos ennemis, qui, eux, sont armés. Même pas surarmés, mais eux, ils sont armés, nous, on ne l'est pas. Il ne faudrait pas qu'ils viennent à l'idée de je ne sais quel tyran de ces pays-là d'envahir la France, parce que militairement, nous ne pourrons rien. Ajoutons à cela que nous ne pourrions rien militairement, nationalement, mais nous ne pourrions rien non plus d'un point de vue européen. Peu de pays seraient capables de défendre la France en disant mais si c'est pour être attaqué, nous, la solidarité, elle va... Nos amis britanniques, peut-être ? Encore moins. Je pense que les Britanniques, le général de Gaulle avait très bien vu ça, les Britanniques, ils ont le regard de l'autre côté de l'Atlantique, pas de l'autre côté de la Manche. Ils sont plus soucieux des États-Unis, c'est de là que les Américains viennent la plupart du temps, que de la France. Et on a vu d'ailleurs les relations entre le général de Gaulle et Churchill. Le pauvre général de Gaulle, il a dû batailler pour ramener à lui les anglo-saxons. C'est pour ça d'ailleurs que Jean Monnet voulait que la France disparaisse dans l'Angleterre, parce que ça permettait de faire disparaître la France, et ça permettait d'avoir un trait d'union avec les États-Unis. Voilà pourquoi Jean Monnet détestait la France, adorait l'Europe, et voilà pourquoi Mitterrand l'a panthéonisé. Michel Onfray, on est toujours sur CNews et sur Europe 1, bien sûr. On va parler de Notre-Dame de Paris. Et on va tout de suite écouter les cloches de Notre-Dame de Paris retentir. Elles ont retenti à nouveau le 8 novembre. Et c'est une grande émotion pour nous tous autres Français d'entendre ces cloches. On est à quelques semaines de la réouverture de Notre-Dame. Ça se fera sur plusieurs jours, notamment les 7 et 8 décembre prochains. C'est beau d'entendre ces cloches. Et puis il y a une forme
de soulagement, à savoir que le président Macron ne va pas s'exprimer dans la cathédrale, ce qui aurait été assez inconcevable, mais à l'extérieur de la cathédrale, pour se féliciter du travail accompli. Et oui, on est tous heureux de ce travail qui a été accompli. On va juste écouter Monseigneur Ulrich qui explique comment ça va se dérouler. Le président de la République parlera à l'extérieur de la cathédrale avant que nous y entrions. Et je crois que c'est le moment le plus propice. Avant que nous y entrions, le président de la République dit ce qu'il a à dire, c'est-à-dire sa joie d'être arrivé au résultat qu'il espérait. Notre soif est grande d'accueillir de nouveau sous les voûtes de la cathédrale le monde entier. C'est bientôt 15 millions de visiteurs chaque année, de toutes origines et adhésions spirituelles. Voilà pour ces cérémonies, Michel Onfray, ces cloches. Première réflexion sur le fait que le président Macron ne prenne pas la parole à l'intérieur, c'est normal de la cathédrale ? Moi, je suis content qu'il ne le fasse pas parce qu'un discours de Macron, non. Un discours de De Gaulle, oui. C'est-à-dire que j'aurais. Mais il ne l'a pas fait, De Gaulle. Hein. Non, bien sûr. Non, mais je n'aurais rien sur le principe qu'un chef de l'État puisse, dans une mosquée, dans une synagogue, il le fait d'ailleurs, le chef de l'État dans des synagogues, tenir un discours qui serait un discours en faveur du judéo-christianisme comme condition de possibilité de notre Occident, de notre civilisation et de notre culture. Je n'aurais rien à dire à ça. Et pourvu qu'il ne touche pas Dieu, qu'il ne touche pas la question de la spiritualité, c'est pas son sujet de faire de la théologie, mais il aurait pu faire de la civilisation. Lui, dans cet endroit, non. Je pense que... N'importe quel président de la République. Oui, je vous dis, mais moi, ça m'aurait pas gêné qu'un général... République laïque, on est une république laïque. Oui, mais ça dépend comment vous concevez la laïcité. On n'est plus en 1905. Eh oui. J'ai sur notre plateau, si vous me permettez de parler comme ça, dit que l'état de droit, c'était l'état d'un droit qui bougeait et qui était dynamique. Il y a eu une époque où les femmes qui pratiquaient des avortements étaient décapitées. Aujourd'hui, l'avortement, il est remboursé par la sécurité sociale. Ça veut dire effectivement qu'il y a eu une évolution, il y a eu un changement. Donc le droit doit pouvoir évoluer en fonction des mentalités. Et c'est fort heureux qu'il ait évolué dans ce sens-là pour la question de l'avortement. On peut imaginer que la laïcité de 1905, c'est-à-dire d'un pays dans lequel il y a une majorité de chrétiens et les chrétiens sont au pouvoir un peu partout, dans l'armée, à l'hôpital, dans les écoles, dans la politique, etc., avec une franc-maçonnerie qui est en face et qui combat ce pouvoir ou cette puissance, avec zéro musulman, sauf les musulmans qui font partie des pays associés à la France à cette époque-là, avec une communauté juive dont le problème est réglé depuis Napoléon, vous dites c'est pas du tout la même chose. On parle de la laïcité comme si c'était une idole majuscule. Aujourd'hui, on a une communauté musulmane extrêmement importante, on a une communauté chrétienne qui est déchristianisée. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui avec lesquels je ne peux pas moi avoir de débat théologique. Si vous parlez de la parousie, si vous parlez de la téléologie, si vous parlez de la patristique, de la scolastique, si vous parlez de la transsubstantiation, si vous parlez de l'Eucharistie, si vous parlez de l'enfer, si vous leur demandez s'il est question du purgatoire quelque part dans les évangiles, quelle est l'origine de la messe et dans quel texte on trouve ça, est-ce que ce sont les évangiles ou les épîtres de Paul, etc. Il n'y a plus personne quand vous sollicitez un chrétien. Ils sont déchristianisés. Une jeune génération de chrétiens se rechristianise, et ça c'est plutôt intéressant. Mais on doit pouvoir penser la laïcité autrement que comme si on était habillé avec un costume de 1905 en disant c'est comme ça va pas bouger. Non, ça peut bouger la laïcité. Et ça doit d'ailleurs pouvoir bouger quand on veut prendre en considération nos compatriotes musulmans. Moi je ne suis pas de ceux qui pensent par exemple que la caricature du prophète soit l'horizon indépassable de la démocratie. On n'est pas tenu d'insulter quelqu'un, de le traiter de tous les noms, de le salir, de l'agonir, en disant « mais c'est ma liberté ». Non, la liberté, elle a des limites, et je ne suis pas musulman, on le sait, mais je ne veux pas qu'il y ait des caricatures qui puissent blesser des gens qui, une fois blessés, on ne peut pas dire à des gens, quand ils ont été blessés, de dire après « vous devriez nous respecter ». Ben non, vous nous avez respecté, on ne vous respecte pas non plus. Juste un tout petit mot. Repenser la laïcité. Notre-Dame, c'est vrai que c'est une grande fierté nationale de l'avoir rouvert. Bien sûr. Toutes les églises. C'est notre patrimoine. Bien sûr. Toutes les églises. Il n'y a pas que Paris. Bien sûr. Non, mais celle-là, elle est symbolique, évidemment. Il y a la Savoie, il y a la... Oui, merci. Il y a la Normandie. Non, mais cette église-là, c'est pas n'importe quelle église. Oui. Vous savez que tous les kilométrages sont faits du pied de Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire, vous avez un point zéro, et quand on dit, on est à tant de kilomètres, le métrage se fait à partir de là. C'est Philippe le Bel, c'est le jacobinisme, etc. Moi, j'aime bien les petites églises de campagne.
La maison de mon village natal, quand je suis dans ma maison, j'ouvre les fenêtres pour entendre, quelle que soit la saison, pour entendre les cloches, l'Angélus. Même le matin, quand je suis réveillé, j'adore les cloches parce qu'elles racontent la vie, la naissance, la vie, la mort, les souffrances, les mariages, les baptêmes, les enterrements, enfin voilà. Et puis quand on entendait sonner, ma mère elle disait on enterre le père machin. Et puis donc on savait, la vie du village c'était ça. Et puis vous aviez aussi des moments politiques. Hélas, le glas quand la guerre, voilà. Justement. Donc non, les églises, pour moi, c'est formidable. J'ai toujours beaucoup d'émotions pour la plus petite des églises. Pas seulement la grande église de Paris, qui est formidable, qui est absolument somptueux. On entend les cloches de Notre-Dame. Elles ont aussi retenti au mois de novembre 1970, parce que c'était au moment de l'enterrement du général de Gaulle, qui a été enterré dans son fief à Colombey-les-Deux-Églises. Mais il y a quand même eu après, dans un deuxième temps, une cérémonie à Notre-Dame de Paris, avec plus de 80 chefs d'État. À l'époque, il y avait Richard Nixon, Indira Gandhi. Voilà pour cet éloge du président Pompidou à l'égard du général de Gaulle. Michel, c'est un pan de notre histoire, évidemment. Oui, moi j'aime pas cette France, la France est veuve. Vous aimez pas? Non, je n'ai pas un agrégé de lettres pour un auteur d'une anthologie de la poésie française, enfin du moins au moment de l'opération Barbarossa, 41, je crois que le pacte germano-soviétique est détruit par Hitler lui-même. À ce moment-là, les communistes entrent dans la résistance. Je sais qu'il y a eu des polémiques sur ce que j'ai dit l'autre fois concernant le Parti communiste et sa résistance. Pensons en termes chronologiques, j'ouvre juste une parenthèse en disant que de 39 à 41, pendant le pacte germano-soviétique, le Parti communiste a collaboré. Après, évidemment, il a résisté. Mais, grand résistant communiste. 44, d'accord. C'est bien entendu. Mais enfin, faisons de l'histoire. Et le général de Gaulle dit, ça va, on a rallié la Russie soviétique, puisqu'elle est devenue résistance, puis on va rallier les États-Unis, et on aura rallié l'Afrique française, mais d'autres pays africains. Et là, on fait le total des blindés, etc., etc. Et ça donne quoi? Ça donne le 6 juin 44, supériorité militaire, pas seulement militaire, mais stratégique et tactique. Hitler fait quelques erreurs, et c'est tant mieux pour nous, mais il voit que on a pris le dessus d'un point de vue militaire. Simplement, il dit, voilà, on a recouvré une liberté, pourquoi faire? Et c'est ça la question du général de Gaulle. Et Malraux est là pour dire, moi j'ai des trucs à vous dire. Et c'est là pour le coup, il nous faut une heure, mais... Et une prochaine heure. Oui. Mais c'est beau d'avoir terminé, mon cher Michel Onfray, sur cet hommage au général de Gaulle. Oui. On ne l'oublie jamais. Non. On ne l'oublie jamais dans cette émission. Merci beaucoup, Michel Onfray. Face à Michel Onfray sur CNews et Europe 1. On se retrouve la semaine prochaine.